Le message de Vegapunk a finalement été stoppé par les doyens avant qu'une information sans doute cruciale ne soit révélée aux porteurs du Di. Si nous avons eu énormément de révélations durant ces quelques chapitres, il reste toutefois un nombre incalculable de mystères sur l'histoire de ce monde. Comment Joy Boy a disparu, qui est réellement Imu et quel a été son rôle lors de cette période, à quoi vont bien pouvoir servir les armes antiques, mais surtout pourquoi est-ce que Joy Boy a tenu à les conserver et les transmettre aux générations futures. Est-ce que la vision qu'on a de cette histoire depuis le début du manga est la bonne? Est-ce que les intentions de Joy Boy sont vraiment celles que l'on imagine? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal dans cette histoire? Si c'était la question que posait le dernier chapitre, on peut aujourd'hui la relier directement avec la volonté du Di, qui semble jouer un rôle tout particulier dans ce récit et ses mystères. Que voulait partager Vegapunk avant la fin de son message et qu'est-ce qui attend cette poignée de personnages à l'initial si particulier? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau chapitre de One Piece. La première partie du chapitre n'est pas vraiment très intéressante, donc on va passer assez vite sur tous ces éléments. Déjà, après toutes les révélations de Vegapunk concernant l'ancien monde, énormément de pirates et de chercheurs de trésors se mettent à rêver d'explorer les fonds marins et de dénicher les secrets que cache cette période oubliée de 100 ans, ce qui nous donne l'occasion de revoir Mont Blanc Cricket et les frères primates, ainsi que Don Krieg, Jin et Pearl, qu'on peut apercevoir très brièvement sur la première page. Maintenant, est-ce qu'ils vont croiser les Mugiwara dans la suite de l'histoire pour tenir la promesse qu'ils se sont faite sur le Baratie? J'en suis pas vraiment convaincu, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que Oda n'oublie pas forcément ses anciens personnages. On fait ensuite un tour à l'hôpital de la marine où on retrouve les membres du Sword qui ont accompagné Garp pour sauver Koby sur la ruche. Ils se remettent de ce qu'ils viennent de vivre et pensent déjà à la suite, puisque comme leur a fait comprendre Garp, s'ils l'ont laissé derrière eux, c'est pour qu'ils survivent et qu'ils reprennent petit à petit la main sur la justice de ce monde. Après autant de révélations qui vont contre le gouvernement, le monde va bientôt connaître de grands changements et probablement que la justice d'Akainu ne va pas tenir encore très longtemps. Ainsi, Koby, Hermep, Gruss, Ibari, Kujaku et Drake, qui vient de revenir de Wano, sont l'avenir de la marine et l'avenir de la justice. Une fois le gouvernement mondial tombé, ce sera à eux de reprendre le flambeau de Garp. On voit aussi Smoker qui se rend lui aussi très certainement à l'hôpital pour rejoindre Tashigi, et ça fait plaisir de le revoir parce que personnellement j'aimerais bien voir ces deux personnages évoluer et se ranger du côté du Sword comme Tashigi a pu le faire en allant elle aussi sur la ruche. En fait, en tirant des conclusions sur les événements d'Alabasta et de Dressrosa, j'aimerais bien les voir se ranger contre la justice de Sakazuki en rejoignant ce groupe des Swords par exemple qui ont l'air bien décidés à agir. Quoi qu'il en soit, on retourne sur Egghead, et pendant que le reste des doyens s'occupe de couper la diffusion du message en confrontant le robot géant, Nosjuro, lui, cherche à stopper les Mugiwara dans leur tentative de fuir, en essayant notamment de détruire le Sony, prêt à se jeter à la mer. Zoro arrive à temps et l'en empêche, et se rend tout de suite compte que le sabre que porte son adversaire lui est étrangement familier. Les Kitetsu sont une série de 3 lames légendaires et réputées maudites. L'une d'entre elles, possédée par Zoro depuis son séjour sur Locktown et dont il ne s'est jamais séparé, est le Sendai Kitetsu, la 3e et dernière génération, qui est par conséquent la moins précise et la plus faible des 3. Le Nidai Kitetsu, forgé par un célèbre forgeron de Wano et possédé par Sukiyaki Kozuki, le père d'Oden, est quant à elle la 2e génération. Enfin, le Shodai Kitetsu est par conséquent la première lame de cette série, et donc la plus puissante des 3. Elle fait partie des 12 meilleures lames au monde, avec celle de Mihawk, celle de Newgate et celle de Roger, qui sont pour le moment les seules connues et confirmées à ce jour. Ainsi, même si ce n'est pas dit explicitement dans le chapitre, en sachant où se trouvent ses deux sœurs, on comprend très facilement que si Nosjuro possède vraiment un Kitetsu comme Zoro semble l'affirmer ici, alors ça veut forcément dire qu'il possède la plus puissante de ces 3 lames maudites. Zoro a pu facilement identifier ce sabre puisque les Kitetsu ont une âme, comme il a pu nous le faire comprendre lorsqu'il a tenu le sien pour la première fois sur Locktown, ou même lorsqu'il a deviné que Chopper l'avait avec lui juste en ressentant sa présence sur Water 7. Maintenant, on peut se poser la question des conséquences que va avoir cet affrontement, les conséquences de la rencontre entre ces deux lames sœurs, parce que normalement, et dans la logique des choses, la lame de Nosjuro est censée gagner le combat. Sendai Kitetsu est la plus faible des 3 et fait partie des 50 lames de qualité supérieure, tandis que le Shodai est la plus puissante et fait partie des toutes meilleures lames qui existent dans le monde. Ainsi, Zoro pourrait perdre son Kitetsu, Nosjuro pourrait la briser, et le second de Luffy n'aurait alors plus que 2 lames sur lui, une situation qui lui est déjà arrivée et qu'il comble généralement en obtenant un sabre encore plus puissant. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas chercher
chercher à obtenir directement la lame de son adversaire. Un peu à la manière de son affrontement contre Ryuma, Zoro pourrait prouver son talent et sa qualité d'épéiste à travers son combat. Non pas à Nezuhiro qui n'admettra certainement jamais sa défaite de par sa fierté de noble et sa haine d'un peuple qu'il considère inférieur, mais au Shodai Kitetsu directement. Kozaburo Shimotsuki nous disait que les grands sabres ont leur propre volonté, leur propre personnalité, mais surtout qu'ils choisissent leur propriétaire. Réputé maudit, causant la mort de ses utilisateurs, Zoro n'a jamais eu aucun problème avec son Sendai Kitetsu. Si le doyen est invincible comme les autres, Zoro ne pourra probablement jamais le battre directement. Mais en réalité, c'est un peu le même scénario qu'avec Ryuma. Zoro ne pouvait pas mettre fin au combat puisque c'était un zombie et seul le sel aurait pu réellement le neutraliser complètement. Et dans ce cas-là, c'était bien le zombie de Brook qui avait admis sa défaite. Dans ce cas-là, peut-être que c'est le Shodai Kitetsu lui-même qui pourrait admettre sa défaite en reconnaissant la valeur de Zoro. Et ça pourrait se manifester par plein de scénarios différents, rendant par exemple Nezuhiro incapable de toucher son sabre ou même de le tenir. On verrait enfin pourquoi ces sabres sont qualifiés de maudits et ce que veut réellement dire la phrase « un sabre choisit son propriétaire ». On arrive à la fin du chapitre, juste avant que la diffusion du message de Vegapunk ne se coupe. Malheureusement, il vient de nous partager tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris des travaux des archéologues d'Ohara et de ses propres recherches, mais surtout il vient de partager tout ce dont il est absolument sûr. Tout ce qu'il vient de nous révéler est vrai, et tout ce dont il n'a pas parlé ne peut être confirmé que par Roger et son équipage. Malgré tout, nous n'avons pas pu entendre la totalité du message qu'il tenait à faire passer, puisqu'il a été coupé au moment où Vegapunk s'adressait au porteur du Di. Quoi qu'il en soit, il est, je pense, très difficile de trouver une théorie plausible sur cet événement, un peu à la manière du nom de l'ancien royaume que Clover avait voulu révéler dans le flashback de Robin. Le gouvernement a simplement réussi à arrêter le message avant qu'il ne révèle une information trop importante. Et de mon côté, j'ai pas spécialement de théorie à vous partager là-dessus, principalement dû au fait qu'il y a trop de barrières qui m'empêchent d'en parler correctement, et notamment ici, vous vous en doutez, la barrière de la langue. Oda écrit son manga en japonais et nous on lit une traduction, donc si ce mot qui a été coupé est un nom comme Monkey D. Luffy, ça va, parce qu'il n'y a pas de modification d'une langue à l'autre, mais si c'est autre chose, probablement que ce mot disparaîtra dans la plupart des traductions. C'est surtout pour cette raison qu'il est compliqué de vraiment chercher le sens de cette nouvelle intrigue, et que toutes les tentatives qu'on fera seront sans doute fausses et n'auront pas grand intérêt. Par contre, on peut s'intéresser à ce qu'il se passe, au contexte, et à pourquoi Vegapunk a tenu à adresser ce message. Le chapitre 1085 nous a appris que les porteurs du Di sont ceux qui se sont opposés au gouvernement et à sa montée au pouvoir. Depuis toujours, ils sont les ennemis naturels des dieux, et chacun d'eux, on ne sait pas comment ni pourquoi, sont nés pour s'opposer à eux. Mais d'après Im, aucun d'entre eux n'a réellement conscience de cette condition, et peut-être que c'est là le message de Vegapunk. Peut-être qu'à travers cette diffusion, à travers ses recherches, il a compris ce que signifie cette lettre et ce qui les relie entre eux. Peut-être que la suite de la phrase du scientifique avait pour but de réveiller quelque chose en tous ces personnages. Peut-être que la volonté du Di est un pouvoir, une aura naturelle, un peu à la manière d'un Haki des rois par exemple. C'est compliqué d'en dire vraiment plus, de trouver des arguments pour le justifier et de développer cette théorie si c'en est vraiment une, parce que tout est vraiment très flou. Mais peut-être qu'on s'est trompé et que le robot géant ne fonctionne pas grâce au battement de cœur de Luffy, mais grâce à la volonté du Di qu'il est parvenu à éveiller. Ça va pas forcément être évident à expliquer parce que, comme je le disais, c'est vraiment très flou. Mais je trouve étonnant le moment choisi par Oda pour parler des Di, alors que le Gorosei se rend enfin compte de la présence du robot géant. En fait, à travers cette construction, Vegapunk qui s'apprête à révéler quelque chose d'essentiel sur les Di, et les doyens qui prennent conscience qu'ils sont en face d'un robot qui fonctionne grâce à une énergie presque inconnue, ça laisse sous-entendre qu'il y a un lien qui unit ces deux éléments. Tous les événements majeurs dans le monde sont la plupart du temps provoqués par ces personnages portant le Di dans leur nom. Toute l'aventure de Luffy est un événement majeur de par ses accomplissements et son destin. La condamnation de Ace a provoqué la guerre de Marineford, qui a drastiquement changé la façon dont le monde est dirigé. Et Barbe Noire est d'ailleurs à l'origine même de toute cette histoire, puisque c'est lui qui a livré Ace à la marine. Dragon s'est opposé au gouvernement mondial en fondant l'armée révolutionnaire, Roger a trouvé le One Piece et a lancé l'ère de la piraterie, Garp, Roger et Quebec sont au cœur d'un des conflits les plus importants au monde avec l'attaque de God Valley, Zoro est à l'origine même du massacre d'Ohara et de la fuite de Robin, et Lily Nefertari a provoqué la dispersion des poneglyphes à travers le monde. Bref, pour absolument tous les grands événements qui concernaient de près ou de loin les nobles mondiaux qui ont eu lieu dans ce monde, et ce peu importe l'époque
l'époque a été lié d'une façon ou d'une autre à un porteur du Di. Si on suit ce raisonnement, probablement que l'attaque de Marie-Joise par le robot géant a été provoquée par l'un d'entre eux. D'ailleurs, en entendant cette histoire, Robin fait directement le lien avec la discrimination particulièrement violente que subissaient les hommes poissons à ce moment-là, et constate que cette attaque a été faite pendant cette période de tension entre ces deux peuples. Aussi, le chapitre 620 nous apprend que c'est à peu près à cette période, il y a 200 ans, que les humains ont trouvé un accord avec le royaume sous-marin et qu'ils ont rejoint la rêverie et les accords du gouvernement mondial. Ainsi, en se basant sur ce lien qu'a fait Robin face au récit de Vegapunk, on peut facilement imaginer que l'attaque de Marie-Joise a été faite à cause de la discrimination extrême que subissaient les hommes poissons à ce moment-là, comme une sorte de rébellion envers les hommes, et que l'accord fait entre les humains et hommes poissons a été fait justement à cause de cette attaque, comme une sorte de chantage ou de gain de cause. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que la discrimination existe et continue encore aujourd'hui et est davantage présente chez les nobles, parce qu'ils n'ont jamais vraiment accepté de les considérer comme des êtres humains, mais plutôt qu'ils y ont été forcés pour ne pas subir de nouvelles représailles. Maintenant, et de ce qu'on sait, on n'a jamais entendu parler d'un quelconque retour de Joy Boy avant Luffy. Zunesha lui-même a dit que ça faisait 800 ans qu'il n'avait pas entendu les tambours de la libération. 800 ans donc que le pouvoir de Nika n'avait pas été éveillé. Il est donc peu probable qu'un utilisateur du Ito Itonomi ait pu faire fonctionner le robot il y a 800 ans, si même Zunesha ne s'en est pas rendu compte. C'est pour cette raison que je pense que la volonté du Di est une sorte d'aura qu'il faut éveiller, et que Luffy, sous sa forme de Gear 5, est le seul qui soit parvenu à le faire. Les Zoan ont une personnalité et une volonté qui leur est propre. C'est ce que nous disaient les doyens dans le chapitre 1044 en comprenant que Luffy venait d'éveiller son pouvoir. D'ailleurs, c'est à cause de cette volonté propre que l'organisation mondiale n'a jamais réussi à mettre la main sur le fruit malgré leurs nombreuses tentatives au cours des derniers siècles, comme si le Zoan cherchait volontairement à les éviter à tout prix. Mais ce n'est pas tout, parce que dans le chapitre 1069, Shaka nous disait que les Zoan éveillés absorbent et contrôlent la personnalité de son utilisateur, comme si, une fois éveillés, ils prenaient le contrôle du corps qu'ils habitaient. Chez Luffy, c'est Nika qui prend le contrôle de son corps. Ça ne veut pas dire que Luffy n'est pas maître de ses mouvements ou de ses décisions, mais ça veut sûrement dire que lorsqu'il utilise son Gear 5, quelque chose en lui se réveille. Et peut-être que cette chose, c'est la volonté du Di. Les porteurs du Di sont des coquilles vides qui ignorent le sens de leur nom. Si Luffy ne sait pas ce que signifie cette lettre dans son nom, sans doute que Nika, lui, est au courant. Ce serait grâce à la volonté du Di que Nika est capable d'éveiller, que le robot géant est capable de fonctionner. Ainsi, il y a 200 ans, un homme poisson portant le Di dans son nom a pris conscience de sa condition et a décidé de s'en servir pour attaquer Marie-Joise, pour se venger des hommes qui refusent de considérer son peuple comme des êtres humains. Un savoir qui n'a peut-être jamais été transmis à cause de divers événements et probablement des manipulations du gouvernement, mais qui, c'est certain, finira par se réveiller très bientôt. Le message de Vegapunk aurait sûrement accéléré ce processus, mais malheureusement nous ne le saurons probablement jamais. Désormais, et comme Roger et son équipage l'avait souhaité, c'est à Luffy de parcourir les mers et de découvrir tous ces mystères par lui-même.